Donc nous remercions les organisateurs de nous avoir invités à parler du positionnement au fauteuil roulant. Et c'est vrai que c'est merveilleux qu'il y ait des traitements à proposer aux enfants ainsi qu'aux adultes, mais malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup d'amyotrophie spinale qui sont en fauteuil et qui vont y rester. Donc il faut tout de même se préoccuper de ce sujet. Merci. Moi, je suis désolée, pardonnez-moi, je vais garder mon masque. Je sors d'un gros rhume, donc je tousse encore un peu. Donc l'usage du fauteuil roulant dans la myotrophie spinale, il va arriver à des périodes très différentes en fonction du type d'amyotrophie spinale. Donc face à des type 1 bis ou type 2, le fauteuil roulant, il n'y a pas d'acquisition de la marche, donc le fauteuil roulant va arriver très rapidement, dès l'âge finalement quasiment au moment de la marche, donc 16 mois. Dans les types 3, le fauteuil roulant va arriver aussi à des âges très très variables. Donc type 3A, donc avec un âge de début de la maladie avant 3 ans, on a une probabilité de marcher à 10 ans qui est de 81% et à 20 ans de 50%. Et puis dans les types 3B, donc avec un début de la maladie entre 3 et 30 ans, la probabilité de marcher à l'âge de 10 ans est de 84% et à 20 ans de 68%. Néanmoins, comme ça a été évoqué beaucoup tout au long de la journée, quid avec l'arrivée des nouveaux profils que l'on découvre aussi, nous, avec l'usage du fauteuil roulant et puis le positionnement. Alors, on voulait faire un petit focus, donc on va parler de pédiatrie et d'adultes, mais après, on est surtout spécialisé dans l'accompagnement des personnes adultes, mais on voulait quand même faire un petit focus donc, sur la mobilité autonome chez le jeune enfant, et notamment dans l'amyotrophie spinale de type 2, où il est très important en fait de pouvoir proposer le fauteuil roulant assez rapidement, parce qu'on aperçoit encore quand même quelques enfants qui sont en poussette jusqu'à l'âge de 6-7 ans, et qui ont du coup pas la possibilité de bénéficier de tous les avantages de la mobilité autonome. Donc, dans la littérature, on retrouve pas mal de choses, notamment au niveau de... Ça favorise l'exploration de l'environnement, le jeu, la communication, qui sont des activités très importantes à cet âge-là et pour le développement psychomoteur. Donc, qui permettent d'optimiser justement les fonctions cognitives, le développement social et émotionnel, et qui diminuent la fatigue, en tout cas qui participent à la diminution de la fatigue et à l'augmentation de la concentration et de l'endurance pendant la réalisation des activités. Tout en sachant que ces enfants-là sont tout à fait en capacité d'apprendre à utiliser un fauteuil roulant en toute sécurité. Il y a eu quelques études déjà depuis un petit moment, notamment aux États-Unis, qui ont montré que déjà à partir de 16 mois, donc des études où des petits patients qu'on a ici, type 2, ont été inclus, et qui montrent qu'ils sont tout à fait en capacité d'apprendre de maîtriser les compétences liées à l'usage du fauteuil roulant en toute sécurité. Ah oui, c'est vrai. Techniquement, il existe des solutions en plus. Donc, dès le plus jeune âge, alors là, c'est des photos qu'on a prises d'un site internet qui s'appelle GoBabyGo. C'est un programme américain qui favorise la mobilité autonome dès le plus jeune âge dans toute pathologie, et donc qui met à disposition des compétences ou alors du matériel via un parc de prêt. Et en fait, ce sont des paramédicaux qui sont spécialisés, donc, qui vont adapter des dispositifs qui retrouvent dans le marché, donc comme des petites voitures électriques, des petites chaises qui mettent sur une motorisation, ou alors on retrouve aussi des familles qui adaptent ce genre de dispositifs, donc qui permettent vraiment de favoriser la mobilité en tous les cas à l'intérieur, à la crèche, etc. Alors là, on avait mis cette photo-là parce qu'on commence effectivement avec quelques nouveaux profils à avoir des enfants type 2 qui se propulsent en fait en petit fauteuil roulant manuel, donc là par exemple sur un petit micro Pantera, voire même en motilo, des petites aides à la marche, mais bon, c'est un peu moins... Voilà. Ensuite, on a ces nouveaux dispositifs qui sont arrivés aussi sur le marché avec Permobil, le Mini Explorer, donc qui permet la mobilité électrique quand voilà. Et puis après, on a tout ce qui est petit fauteuil roulant électrique, donc on va retrouver assez classiquement comme chez les adultes, dans pas mal de marques. Voilà, le Sparky, le Skippy, les Permobil, le Wheezybug, etc. Ah oui, c'est moi qui passe du coup.
Donc ça, c'est la mobilité. Donc très important de proposer une mobilité au moment opportun, évidemment. Et hyper important, donc indispensable aussi de garder un œil et même de se pencher sur le positionnement, donc l'installation posturale au fauteuil roulant. Dès le plus jeune âge. Donc le positionnement au fauteuil roulant, c'est quoi? C'est un processus clinique, c'est-à-dire ça ne se fait pas à un temps T, à un moment donné. C'est vraiment quelque chose qui va suivre en fait l'usage du fauteuil roulant par la personne, donc qui va se faire selon une temporalité, on aimerait bien assez précise, surtout dans les maladies évolutives. Donc c'est un processus clinique qui vise à accompagner une personne, entre autres, qui utilise un fauteuil roulant dans la gestion de ses postures au quotidien. Que ça soit en position statique, mais aussi en position dynamique, donner la possibilité à la personne de pouvoir bouger dans le fauteuil, et si ce n'est pas possible, avec le fauteuil, pour pouvoir modifier ses postures, justement, qui vont apporter beaucoup de bénéfices, de nombreux bénéfices. Et tout ça va se faire au moyen d'options de fauteuil roulant, d'accessoires, d'aides techniques à la mobilité et à la posture, pour garantir donc, la santé et la qualité de vie. Donc la santé, par exemple, on va travailler sur comment optimiser les capacités respiratoires en évitant d'avoir des personnes qui sont complètement recroquevillées dans leur fauteuil, sur la douleur, sur les escarres, etc. Et puis la qualité de vie, c'est tout ce qui est pouvoir interagir avec son environnement et puis réaliser ses activités de la vie quotidienne comme on l'entend. Alors, comment se passent les consultations positionnement? Ce sont des consultations multiprofessionnelles, avec dans le même temps, à la différence des consultations pluridisciplinaires dont vous avez l'habitude dans les centres de référence, on est en même temps autour du patient, donc les aidants du patient, que ce soit la famille ou auxiliaire de vie, le médecin MPR formé au positionnement de préférence, l'ergothérapeute formé au positionnement, le prestataire de matériel médical. On est dans une amyotrophie spinale, donc la présence du référent parcours santé est extrêmement importante. Et puis l'orthoprothésiste, si c'est nécessaire, d'autres professionnels de santé ou d'accompagnement, comme le SAMSA par exemple, toutes les personnes qui gravitent autour du patient. Alors, le premier rendez-vous, on commence par un interrogatoire, savoir son histoire de vie, où est-il suivi, par quel médecin, est-ce qu'il est bien suivi en centre de référence, parce que malheureusement, quelquefois en consultation fauteuil roulant, on voit des gens qui sont sortis des circuits spécifiques et donc on vous les renvoie. Son autonomie, les activités de la vie quotidienne, dans quel environnement vit-il? Son fauteuil roulant, qu'est-ce qu'il en fait comme utilisation? Est-ce qu'il reste à l'intérieur ou est-ce qu'il prend les transports pour aller travailler? Est-ce qu'il a des antécédents d'escarres? Et l'interrogatoire sur la douleur qu'on fait dès le départ, mais qu'il faudra répéter tout au long du rendez-vous, parce que malheureusement, la douleur est quelque chose auquel les patients sont habitués, ils vont le sous-estimer. Donc quand on leur demande « est-ce que vous avez mal quelque part quand vous êtes au fauteuil ?» ils vont dire « non, non, pas du tout ». Et puis après, quand on va palper les ischions, ils vont dire « ah bah là, j'ai mal, et tu chiffres à combien ta douleur? À 8 ». Donc voilà, c'est vraiment important de répéter la question et de façon différente tout au long de l'examen. Ensuite, on va faire un bilan postural par le MCP2A, mesure du contrôle postural en position assise de l'adulte. Au fauteuil roulant, donc c'est un outil qui nous vient du Québec et c'est un outil validé. On le fait d'abord au fauteuil roulant, puis sur un plan dur. Et vous voyez ici, on voit la petite jeune fille qui a une obliquité du bassin dans son fauteuil, mais quand on la met sur le plan dur, l'obliquité du bassin disparaît. Et une fois qu'on a fait ce bilan-là, qui nous prend le MCP2A, quand on est habitué, on va mettre 2 fois 10 minutes, plus le temps du transfert, on va dire. On fait la synthèse de notre bilan et on va fixer nos objectifs, donc nos objectifs cliniques. Est-ce qu'on a un objectif antalgique? C'est très souvent le cas. Est-ce qu'on a un objectif de prévention d'escarres, notamment si vous voyez un patient très maigre qui perd du poids, qui est insuffisant respiratoire, on a aussi malheureusement des risques qu'il fasse un escarre. Donc voilà, on va adapter notre matériel. Et puis nos objectifs posturaux, est-ce qu'on va vouloir corriger des troubles posturaux qui sont réductibles ou est-ce qu'on va vouloir compenser des troubles posturaux qui sont fixés? Ou est-ce qu'on va vouloir prévenir des troubles posturaux dont on sait qu'ils vont arriver avec l'évolution?
Et ensuite, on passe aux essais de matériel. Donc là, il faut démonter le dossier, remonter l'autre, etc. Et donc, globalement, le temps de ce premier rendez-vous est long. Ça peut être 2 à 3 heures. 2 heures, c'est le minimum. Ça peut être 3 heures, ça peut être quelques fois plus pour le premier rendez-vous, avec donc au moins 3 professionnels de santé autour. Donc, inutile de vous dire que c'est tout sauf rentable. Alors, le matériel. Et avec aussi du coup beaucoup de matériel, donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais en tous les cas on a cette liberté de travailler avec beaucoup de dispositifs différents et donc de pouvoir répondre à des situations très différentes. Donc ça peut être du positionnement dit statique, donc c'est ce qu'on va installer directement sur l'assise de la personne, donc des coussins, des dossiers, des appuis-têtes, des ceintures, des harnais, des types d'accoudoirs, etc. Et donc au niveau de tout ce matériel-là, on va travailler avec des formes et des matériaux différents. Donc les matériaux, on peut travailler avec différents types de mousse en fonction de leur portance, densité, etc. Le gel, des cellules pneumatiques, du nid d'abeille, des berlingots. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc il va falloir judicieusement choisir avec la personne en fonction des objectifs qui sont fixés. Et puis au niveau des formes, donc par exemple au niveau des dossiers et des matières, on peut avoir des dossiers souples, des dossiers rigides, des dossiers galbés avec des galbes à certaines hauteurs, certaines profondeurs, etc. Donc ça fait énormément de paramètres à prendre en compte. Donc parfois, on essaye de limiter les essais. En général, on ne dit pas plus de 3 parce qu'après la personne s'y perd complètement. Et normalement, quand une évaluation est bien faite, donc c'est pour ça qu'on prend du temps aussi, on n'éparpille pas trop non plus vers trop de choix de matériel pour les essais. Et puis bien évidemment, il faut aussi donner donc cette possibilité à la personne de bouger dans son fauteuil. Donc ça passe par les fonctions électriques du fauteuil, que ça soit la bascule d'assise. Il y a plusieurs amplitudes possibles. En fonction des amplitudes, on a des avantages. L'inclinaison du dossier avec compensation biomécanique ou pas. Là aussi, ça dépend de certains objectifs. L'utilisation des repose-jambes électriques et la verticalisation. Et puis, il existe depuis quelques années maintenant, une dizaine d'années, ça commence à arriver en France, c'est tous les dispositifs qui permettent de faire du monitoring ou en tout cas de donner un feedback, soit à l'utilisateur, soit au thérapeute ou au médecin, donc, qui va se formaliser donc, soit sous forme d'une housse ou d'un tapis connecté qui permet de mesurer la distribution des pressions et l'intensité, donc sur le téléphone de la personne ou sur l'ordinateur en vie quotidienne. Dans la journée, on peut regarder ce qui se passe au niveau de la distribution et l'intensité qui permettent de donner des indications sur le risque de douleur, d'escarres, etc. Et puis sinon, on peut retrouver aussi sur certaines marques de fauteuils roulants, il y a en fait entre guillemets des mouchards qui sont sur les vérins et qui permettent d'avoir un retour sur l'usage des fonctions électriques, de la fréquence des fonctions et de l'utilisation des fonctions électriques dans la journée. Alors, une fois qu'on a terminé notre premier rendez-vous et qu'on se dit tel matériel devrait aller, ce qui est indispensable, c'est de passer aux essais à domicile avec le matériel pressenti pendant plusieurs jours, avec comme consigne d'utiliser le matériel pendant ce temps-là. Quelquefois, il nous arrive d'avoir un patient, il a eu le matériel de positionnement en essai, mais pendant cette semaine-là, il était malade, il est resté au lit, on n'a plus qu'à recommencer. Il faut vraiment qu'il utilise le matériel, parce que quelquefois, ça se passe bien le premier essai pendant la consultation, mais sur un essai de plusieurs jours, il va s'apercevoir qu'il a des douleurs ou qu'un retour latéral de dossier va le gêner dans ses activités de la vie quotidienne. Donc surtout dans les patients neuromusculaires, c'est vraiment indispensable. Après les essais à domicile, l'idéal, c'est de faire le deuxième rendez-vous juste dans la suite des essais à domicile. Donc le patient vient avec le matériel qu'il a à l'essai et on check qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est un caltron qui est un peu haut, on va le baisser, ou bien est-ce qu'il ne supporte pas du tout parce que ça le gêne. Et donc on va s'ajuster. Si tout va bien, ça va nous permettre de valider l'essai, de faire les fiches de mesure et les prescriptions. Et si vraiment ça n'a pas du tout été, il faut repartir pour un tour avec un matériel différent. Alors ici, vous voyez
c'est une jeune femme, par rapport à ce que nous a dit notre chirurgien orthopédiste ce matin. En fait, elle avait le corset garchois et la tétière jusqu'à ce qu'elle soit enceinte. Et donc là, effectivement, le corset garchois, ça devenait compliqué alors qu'elle était arthrodésée. Elle n'avait pas lâché le corset garchois alors qu'elle était arthrodésée. Et donc, au moment de sa grossesse, on a pu passer sur un appui-tête spécifique pour lui permettre justement de l'aider dans son maintien de tête qu'elle n'avait pas du tout. Et ça a demandé, Élise, je ne sais pas, on a fait un premier rendez-vous ensemble et après elle est venue au moins 5 ou 6 fois. Donc mais ça lui a permis de vivre sa grossesse et de vivre ensuite, elle n'a pas remis son corset, et donc de se débarrasser de son corset garchois. Et puis, une fois qu'on a fait nos prescriptions, etc., et que le patient est reparti, il ne faut pas se dire que tout va bien. Il faut impérativement le revoir après la livraison du matériel, donc idéalement dans les semaines qui suivent, mais de toute façon programmer un rendez-vous de suivi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que malheureusement, tous les prestataires ne sont pas équivalents. On a des prestataires qui travaillent très très bien, mais on a des prestataires que ça ne dérange pas de mettre le biseau qui devait aller sous les cuisses, de le mettre dans le dos. Je vous assure, c'est du vécu, de voir vraiment des choses complètement aberrantes, un coussin à l'envers, des choses comme ça. Donc c'est indispensable de revoir le patient, premièrement pour cette raison-là. Deuxièmement, malheureusement, quelquefois, quand on est sur un dossier MDPH, la livraison du matériel se fait 1 an et demi ou 2 ans après qu'on ait vu le patient. Il a pu évoluer, donc il va falloir retravailler, revoir les réglages, etc. Et ensuite, il y a la partie éducation qui est extrêmement importante, et c'est mieux de le faire avec le matériel personnel du patient quand il l'a reçu, parce que c'est son matériel, il va pouvoir se l'approprier, mais voir comment est-ce qu'il s'installe au fond du fauteuil. Si c'est un transfert par lève-personne, ce n'est pas si facile que ça. Montrer à la famille comment on va l'installer, expliquer le gonflage du coussin à air. Nous, on fait des petites fiches, on leur dit comment gonfler le coussin à air, tous les combien il faut vérifier le gonflage du coussin à air pour ne pas arriver avec un coussin à air complètement dégonflé, etc. Donc ce temps-là est absolument indispensable. Alors, on avait présenté à la SOFMER une étude rétrospective sur des patients qu'on avait vus en consultation. Il y avait 22 patients SMA, 11 SMA type 2 et 11 SMA type 3. Aucun ne marchait. 15 étaient arthrodésés, dont 3 portaient toujours un corset. 2 avaient une scoliose majeure non arthrodésée. Et dans ces patients-là, au moins 5 avaient une ostéoporose majeure, traitée par biphosphonate injectable. Eh bien, dans ces patients, 19, c'est-à-dire 86%, étaient douloureux au fauteuil roulant. Alors, les douleurs, c'était la moitié avait des douleurs ischiatiques, et puis il y avait des douleurs lombaires, sacrum, épaules, etc. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'âge moyen des patients était de 36 ans. C'était leur première consultation positionnement, alors qu'ils étaient en fauteuil depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, ça laisse un tout petit peu perplexe. En tout cas, moi, ça me laisse perplexe. Et dans les patients, il faut noter qu'il y avait 2 patients qui avaient une escarre, dont une avait des escarres stade 4, gravissimes, dans un état de dénutrition extrêmement sévère. Sur le plan postural, qu'est-ce qu'on avait? On avait la moitié des patients qui avaient une obliquité du bassin modérée ou sévère et qui était fixée. Donc, qui dit obliquité du bassin dit hyperappui sous un ischion, et qui dit hyperappui sous un ischion dit risque de douleur et risque d'escarre. Donc c'est indispensable de voir ces patients et de s'en occuper. Alors, on a cette année mis en place une base de données POSIT-MNM qui a été déclarée à la CNIL, dont l'objectif est de décrire l'histoire naturelle des troubles posturaux dans les maladies neuromusculaires. C'est vrai qu'on a vraiment très envie de faire ça pour voir un petit peu, pouvoir décrire qu'est-ce qui se passe dans telle et telle maladie, vers quoi est-ce qu'on va attendre au niveau postural pour être dans la prévention. On l'a fait dans la myopathie de Stener, par exemple. On sait qu'ils vont tous partir en syphose, en enroulement. Donc, de façon préventive, quand on les installe au fauteuil, on lutte contre ça. Et donc, ça nous paraît vraiment important d'avoir des données là-dessus. Alors, pour l'instant, on a vu 11 patients SMA, dont 3 ont pu être vus 2 fois. Ils étaient tous douloureux, soit au premier, soit au deuxième bilan. Donc, on est encore dans une prévalence des douleurs extrêmement importante. Alors, pour les patients qui ont été vus 2 fois, pour une patiente, ça s'est vraiment bien passé. Elle a reçu son positionnement avec une disparition complète des douleurs au fauteuil avec son matériel. Il y a un patient, c'est le jeune homme que vous voyez là. Le positionnement n'a pas abouti. Alors pour diverses raisons, entre deux, il a été papa, il a eu d'autres problématiques, etc. Donc il a juste changé de fauteuil. On l'a revu 2 ans après. C'est lui qui a pris rendez-vous
pour des douleurs au fauteuil roulant. Donc le positionnement n'avait pas abouti et on le revoit pour des problématiques de douleur. Et puis, chez un patient, le positionnement avait été renouvelé par le prestataire sans consultation. Alors ça, il peut le faire s'il inclut le devis du matériel dans le devis du fauteuil. C'est ce qu'il avait fait. Et le matériel ne convenait pas et le patient a des perclus de douleur. Donc, vraiment, importance du suivi au long cours et ne pas lâcher les patients. Ce n'est pas parce qu'on les a vus une fois en consultation positionnement que le problème est réglé, loin de là. Donc, bah oui, je le martèle encore et toujours, importance de l'évaluation posturale précoce et préventive pour éviter de devoir gérer des situations difficiles pour lesquelles on ne pourra plus être très efficace. Quand on voit une patiente comme ça, elle avait 36 ans quand la photo a été prise, elle conduit avec le coude, elle est complètement en obliquité du bassin, en inclinaison thoracique, elle a des douleurs cervicales, elle a mal partout. Malheureusement, on ne peut plus faire grand-chose. Tout ce qu'on lui a proposé, ça ne lui convenait pas. Donc c'est extrêmement difficile. Il ne faut pas attendre d'en arriver là pour voir les patients. Et donc vraiment, il faut être dans la prévention des troubles posturaux et des douleurs avec une prise en charge précoce qui va aussi permettre une meilleure acceptation des solutions préconisées. Comme on parlait Vincent tout à l'heure, ce n'est pas si facile que ça d'accepter un fauteuil, d'accepter une aide technique à la posture, d'accepter d'avoir un fauteuil multiposition qui va être un petit peu plus volumineux que le petit fauteuil que vous voyez là et qui passe partout et qui est très discret. Et puis passer à un joystick sensible, il y a beaucoup de patients qui ne l'acceptent pas, donc il faut effectivement les voir régulièrement, qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre le médecin, l'ergothérapeute et le patient, et voilà, qu'on puisse les accompagner dans cette évolution. Alors, les perspectives, il y a plusieurs études qui sont en cours, donc la base de données prospective positive MNM, je vous en ai parlé. Un consensus sur le positionnement qui permet, en fait, donc il se déroule en deux volets, un volet professionnel et un volet plutôt donc patient. Et l'objectif de ce consensus, c'est de pouvoir identifier des critères qui garantissent un bon positionnement au fauteuil roulant. Donc l'année dernière a eu lieu le consensus pour les professionnels avec des chiro-ortho, des médecins MPR et des ergothérapeutes, et puis donc qui ont permis d'identifier 10 critères de bon positionnement entre guillemets pour faire court. Et puis cette année-là, le même consensus est en cours auprès d'un groupe de 20 personnes qui ont une amyotrophie spinale et 20 personnes qui ont une dystrophie musculaire de Duchenne. Il y a une autre étude qui est en cours avec une housse connectée justement qui permet, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de mesurer la distribution des pressions et l'intensité auprès de 3 groupes d'usagers de fauteuils roulants, dont des amyotrophies spinales adultes, et qui va permettre aussi d'avoir des données sur le profil postural en vie quotidienne, comment les utilisateurs de fauteuils bougent au quotidien pour prévenir justement la douleur et les escarres. Et en fait, cette housse, elle est aussi en capacité d'alerter la personne quand il y a une mauvaise distribution de la pression ou quand il y a une intensité qui est trop forte. Donc, est-ce qu'avec cette housse-là, on va induire un changement d'attitude pour la prévention justement de ces problématiques-là au fauteuil? Donc ça, c'est en cours aussi. Et puis pour l'année prochaine, commencera, on a eu le financement là cette année, l'élaboration d'un score pronostic qui va nous permettre de dire si la personne elle a besoin d'être orientée vers une consultation positionnement ou pas. Donc cette étude se fait aussi auprès de la population Duchenne et amyotrophie spinale. Et donc ce qui permettra de fluidifier les parcours, on l'espère, et de travailler sur la prévention aussi, puisque ce score pourra être passé par n'importe quel professionnel d'accompagnement ou alors médical. Et take home message, l'importance de la prévention posturale dès l'attribution du premier fauteuil roulant, après ou lors d'un événement particulier et notamment après l'arthrodèse, à chaque renouvellement de fauteuil roulant et si possible un coup d'œil de l'ergothérapeute à chaque pluridisciplinaire, ça serait merveilleux. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Il y a des questions dans la salle?
Moi, j'aurais une question. Déjà, tu as répondu à une de mes questions dans la conclusion, qui était de savoir tous les combien de temps il fallait réévaluer, parce que finalement, ce que tu dis, ce qu'on a déjà vu ce matin, c'est que les patients ont des grandes capacités d'adaptation et de compensation, et donc vont pas nécessairement. Il ne faut pas attendre qu'ils consultent. Il faut prévenir. Hein, j'entends ton message. Après, je me demandais dans vos évaluations du positionnement, est-ce que c'est les nappes de pression connectées, ça pourrait être intéressant, c'est-à-dire de mettre la nappe de pression pendant une journée, une semaine. Pour regarder, oui, bien sûr. pour aider au positionnement. Oui. Oui, complètement. Justement, l'objectif de cette étude, c'est d'avoir déjà sur 2 semaines, est-ce qu'on observe des choses intéressantes. Et donc, si les résultats vont dans ce sens-là, on pourrait aussi le démocratiser pour les équipes, parce qu'actuellement, ce type de housse est fait pour un usage au quotidien, sans forcément un lien spécifique avec l'équipe médicale et paramédicale. Mais là, ça pourrait être dans un objectif, justement, de prévention sur du long terme. Éducation aussi. Et éducation. Ouais. Avec un retour vers le patient, quoi, c'est ça. Ok. Pascal ? Oui, je voudrais juste faire passer un petit message politique. Merci beaucoup à Nadine et Elise de votre présentation. Moi, je trouve que ce que vous faites là, ce qui a été montré par Carole Villeroy, montre l'importance du rôle des ergothérapeutes, des rééducateurs, s'il était besoin de le démontrer, mais importance qui est accrue et au centuple depuis le progrès de la prise en charge des maladies neuromusculaires. La myotrophie spinale, c'est un exemple caractéristique avec l'arrivée d'un traitement innovant qui nécessite des évaluations complexes, chronophages, dans un contexte d'hôpital on ne racontera pas à nouveau l'histoire. Donc là, on est quand même dans une période extrêmement difficile où si on veut continuer à bien prendre en charge nos malades, on n'y arrivera pas avec les moyens qu'on a, à moyens constants. Et on a un besoin majeur de recrutement et d'aide Bon, bref, voilà le message. On pourra le répéter d'ici demain. C'est très important. Peut-être une dernière question, Milady. Je voudrais remercier les oratrices pour leur beau travail et les résultats qu'elles ont rapportés et qui me réconforte, moi, dans l'indication et la nécessité d'intervenir précocement et de faire de l'instrumentation sans greffe. Parce que j'ai déduit de votre présentation que 50% de vos patients ont des bassins obliques résiduels importants au point de devenir douloureux et qu'à peu près 80% de vos patients sont douloureux. Ça, je pense que ça ne devrait plus exister de nos jours. Des conséquences comme ça. Donc, d'où l'intérêt de faire de l'instrumentation sans greffe et non plus l'arthrodèse, parce que l'arthrodèse est un aller sans retour. Nous avons été les premiers avec Jean Dubousset à pratiquer l'arthrodèse, on en a fait des tonnes. Et j'ai sur la conscience, moi, plein de patients chez qui nous avons laissé des déformations résiduelles qu'on n'a pas pu corriger tellement elles étaient importantes. Alors qu'aujourd'hui, avec l'instrumentation sans greffe, on arrive à les corriger pratiquement complètement, voire les hyper-corriger. Je parle des bassins obliques. Et je voudrais aussi vous faire une petite remarque concernant les patients qui sont douloureux. Je pense qu'il faudrait déclencher une consultation multidisciplinaire avec des collègues chirurgiens adultes, parce que je pense qu'il y aurait possibilité de les améliorer en les reprenant au niveau de la fixation pelvienne. C'est-à-dire il faut libérer l'ancienne fixation, faire une ostéotomie, remettre le bassin horizontal et refixer avec la technique bipolaire que l'on peut appliquer uniquement sur la fixation pelvienne. Donc il y aurait une possibilité, je pense que ça vaut le coup de tenter si vos patients sont vraiment douloureux et souffrants. Et avez-vous des noms des personnes Alors, le chirurgien qui se lance dans cette technique actuellement sur la place parisienne, c'est le docteur Wolf et le docteur Riwallon à l'hôpital Saint-Joseph. Ils prennent en charge les scolioses neurologiques de l'adulte et ils font de l'instrumentation sans greffe, la technique mini-invasive chez les adultes. Et ils sont contents du résultat et je pense qu'ils seront contents de collaborer avec vous et de vous présenter leurs services. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. D'accord. Encore une fois, un grand merci.